Alors, il y en a, même si bien évidemment, on est dans de l'humain. Donc, quand on est dans de l'humain, on est dans de la liberté et on est dans de l'exception. C'est-à-dire que bien évidemment, même si on met à jour un certain nombre de types d'individus qui reviennent de façon récurrente, il y a toujours des exceptions ou des types d'individus qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. Mais grossièrement, on va partir donc de la plus fournie, la plus évidente, c'est la jeunesse désœuvrée. C'est-à-dire le monde de la banlieue avec ses codes, avec sa désespérance socio-économique, avec un ressentiment par rapport à la société. C'est-à-dire que la société est pointée du doigt comme étant à la source de tous les problèmes de ces jeunes. Souvent, il s'agit de jeunes. Mais entre parenthèses, si je peux me permettre, j'intègre dans l'idée de jeunes des personnes qui ne le sont pas forcément, mais qui ont un mode de vie qui n'est pas un mode de vie adulte, à savoir pas de stabilité professionnelle, pas de stabilité de logement, pas de stabilité sociale. Donc, je pars du principe qu'un individu, même s'il a 40 ans, s'il passe de petit boulot en petit boulot et qu'il il ne vit pas toujours au même endroit, je peux l'intégrer parmi la population jeune. Donc, vous avez d'abord, bien évidemment, ce giron-là qui fournit énormément de recrues, pour des raisons qui paraissent évidentes pour eux, à savoir une haine de cet univers qui est à l'origine de ce malaise-là. Ce sont des proies faciles parce que tout le travail d'immixtion de la haine dans leur esprit est déjà fait. Ensuite, on a des catégories beaucoup plus subtiles dans les contours. Par exemple, la jante féminine. On a une jante féminine dans les banlieues qui est, on va dire, duel. On peut avoir des filles qui sont en recherche de tradition, c'est-à-dire qui sont à un moment de leur vie comme tout le monde. L'adolescence, c'est un moment de questionnement où elles ont un pied entre deux mondes, entre la tradition et un univers occidentalisé. Et quelque part, Daesh vient répondre à deux types de besoins. D'abord, le besoin de ne plus se poser des questions sur la pudeur, admettons, ou autre, parce que justement, c'est très facile, tout est déjà circonscrit. On a juste à appliquer des choses qui vous ont été données. Même pour les jeunes femmes qui sont directement approchées par des personnes dans l'optique d'un mariage, admettons, elles n'ont même plus besoin de se poser la question de comment séduire. Elles vont directement dans ce qu'on appelle des chambres de sœurs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de femmes djihadistes, pas forcément qui prennent les armes, mais de femmes qui appartiennent au réseau Daesh. Et ce sont ces femmes-là qui donnent les réponses, quoi, donc une sorte de kit à penser, de sorte qu'elles n'aient absolument plus de questions à se poser et qu'elles perdent toute aptitude à réfléchir par elles-mêmes. Donc vous avez ces jeunes femmes qui sont aussi à la recherche de quelque chose qui, dans leur esprit, est en déperdition, c'est la virilité. C'est-à-dire que l'équation est vite faite d'associer virilité et violence. Mais par ailleurs, elles partent du principe que l'homme occidental a perdu sa virilité, étant donné qu'il n'est plus une figure protectrice, et surtout que le mariage n'est plus une promesse pour toute une vie. On a beaucoup de divorces, mettre fin à une relation est très aisé. Donc, part de ce principe-là que la personne qui est capable de mettre sa vie biologique en dessous de ses idéaux, c'est une personne qui est fiable, et c'est là l'incarnation de l'idée de virilité. Donc, elles peuvent partir pour ce genre de raisons-là. On a encore une nouveauté, c'est les questions très développées d'ailleurs par Farhad Khosrow-Khavar de la famille décapitée et de la famille recomposée. Donc ce sont des phénomènes sociaux auxquels on assiste dans nos sociétés modernes occidentales. La famille recomposée, comme son nom l'indique, c'est quand deux personnes qui ont déjà des enfants de leur côté refont leur vie ensemble, et bien souvent il y a une dissolution de l'autorité incarnée par le père. C'est-à-dire que bien souvent l'enfant n'a pas affaire à l'autorité paternelle, mais à l'autorité du beau-père, qui est moins légitime à ses yeux et peut-être moins légitime d'ailleurs aux yeux de sa propre mère. Donc il y a une sorte de dissolution de l'autorité, et l'autorité donc se recrée à travers une autre sphère dans laquelle les parents sont totalement illettrés. Au-dessus de 40 ans, on est beaucoup plus illettré que la jeunesse, c'est Internet. C'est-à-dire que ces repères, ces modèles, on va les chercher sur Internet. Et bien souvent, comme on le sait, Internet a un rôle très particulier et prépondérant dans le cadre des processus de radicalisation. Pour ce qui concerne les familles décapitées, là aussi c'est très étudié par le sociologue Farhad Khosrow-Khavar, c'est plus dans les banlieues que ça s'observe. C'est-à-dire que c'est une famille où le père est absent,
et retourner par exemple au pays pour travailler et envoyer de l'argent aux enfants. Et à ce moment-là, c'est le grand frère qui, bien souvent, lui aussi, confond autorité et violence, qui prend le rôle de l'autorité dans la famille et qui, plus faible et moins stable au niveau de ses expériences de vie, peut être amené à côtoyer un islam radical et diffuse ses idéaux, ses aspirations dans le reste de la famille. Donc on a aussi affaire à ce genre de cas de figure-là. Bon, par ailleurs, on a aussi donc des personnes issues des classes moyennes. Pour ce qui concerne la jeunesse, on a quand même un phénomène qui est quand même moins circonscriptible, mais qui existe. C'est cette idée selon laquelle la crise est due aux parents, la crise économique du pays est due aux parents. Donc même si les parents sont très à l'aise, les enfants eux-mêmes n'arriveront jamais à avoir le niveau de vie de leurs parents par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'ils soient aidés par leurs parents pour avoir un logement digne de ce nom ou une belle voiture ou autre. Et donc, en quelque sorte, partir au djihad, c'est déjà avoir la sécurité de ne pas avoir de trop grandes différences culturelles parce qu'il y a une Little Europa sur place. Je suis une jeune femme de Boulogne, je sais que sur place, je peux trouver un Européen pour me marier. J'ai 19 ans, il en a 19. Allons-y, pas de souci d'ordre culturel. Et on peut mettre entre mes mains les clés d'un 4x4 qui aura été volé à un médecin syrien, les clés d'un appartement qui aura été spolié, confisqué à quelqu'un qui a fui le pays à cause de la guerre. Voilà, c'est pour faire un tour, mais encore une fois, toutes ces catégories ne sont pas exclusives, malheureusement. C'est pour ça que une version de la déradicalisation ne m'apparaît absolument pas envisageable, et 8 non plus d'ailleurs. Il faudra vraiment faire du cas par cas. Par principe, Daesh, c'est transnational. Il n'y a pas de nationalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre point qui est très intéressant, c'est que les idéologies modernes, celles qui sont mortes, et qui ont fait énormément de dégâts, le nazisme, le stalinisme ou autre, partaient d'un principe, bon, même si le stalinisme, il y avait l'international, tout ça, partait du principe de nation. C'est une théorie, enfin, c'est un phénomène très moderne et très occidental qui a été récupéré dans la question de la décolonisation dans le monde musulman, mais au départ c'est très occidental. Et en fait, dans cette volonté d'abattre l'Occident, il y a une volonté aussi de déstructurer l'idée de nation. Donc, quelque part, prêter allégeance à Daesh, c'est dire non à sa nation. Donc, pour rester cohérent avec cette volonté de rompre avec sa nation, il faut aussi se fondre dans le moule d'une certaine coextensivité de tout un ensemble, y compris venant de cultures différentes, avec une idéologie qui est unitaire et qui essaie de reproduire ce qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. C'est pour ça que c'est takfiri, c'est-à-dire que les musulmans qui n'entrent pas dans l'idéologie de Daesh ne sont plus considérés comme musulmans. Ce sont des excommunications, en fait. C'est le fait d'excommunier, d'exclure de la communauté. Donc, bien évidemment, quand on parle de djihadisme européen, il n'y a pas de différence entre le djihadiste français, belge, et je ne pense pas que ce soit le cas concernant le djihadiste espagnol. Par contre, là où il peut y avoir une petite différence, c'est par exemple si on est affilié à Al-Nusra, Al-Qaïda ou Daesh. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui demeure, même si c'est vraiment très poreux les frontières, hein, il y a des vases communicants, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un qui est déjà islamisé pour Al-Qaïda, tandis qu'on s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas forcément grand-chose à l'islam pour Daesh. C'est-à-dire qu'en fait, on demande quelque part... Al-Qaïda demande d'être un bon musulman pour faire le djihad, tandis que dans Daesh, on dit viens faire le djihad, tu seras un bon musulman, c'est très différent. Donc au niveau des modes de recrutement et donc des profils de personnes intéressées par l'un des deux groupes, c'est là que se trouve la différence, c'est pas une question de nation. Alors oui, personnellement, dans le cadre de mes recherches, j'ai mis le doigt sur un phénomène qui va certainement être inquiétant. C'est un phénomène inversé par rapport à celui auquel nous avaient habitués les recruteurs de Daesh. C'est-à-dire que vous voyez par exemple des modes de recrutement concernant la gente féminine qui étaient axés donc sur un certain mode pour appâter les candidates qui n'en étaient d'ailleurs pas forcément au départ,
qui, une fois en fait en contact avec une personne, un lion, puisque dans le jargon, en fait, une femme djihadiste appelle son futur mari ou son mari djihadiste le lion, pour pouvoir ensuite donner naissance à des lionceaux. Il y avait un mariage souvent qui se faisait par Internet, par écran interposé. Et puis après, la jeune femme partait retrouver son mari en Syrie pour justement répondre à une autre exigence de Daesh, de l'idéologie, de l'installation du califat, à savoir la colonisation et le peuplement. Là, on a affaire à un phénomène inversé, c'est-à-dire qu'on a toujours affaire à ces mariages par caméra interposée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que la jeune femme est ici en France, comme c'était le cas, elle épouse un Syrien sur place pour ensuite faire venir ce Syrien en France. Et on fait en sorte de soit soudoyer les administrations syriennes pour que le document, le contrat de mariage soit un vrai, et donc avec la politique de rapprochement familial, la personne puisse effectivement se rendre en Europe, soit on fait des faux. Alors j'ai eu l'occasion de voir des faux et apparemment c'est à s'y méprendre. Donc on aura affaire certainement à ce genre de phénomène, avec évidemment un autre phénomène dont on a déjà entendu parler mais qui va malheureusement certainement se démocratiser, c'est la prise des armes par les femmes. Et c'est de plus en plus présent. C'est-à-dire qu'en fait, une idéologie, comme le disait Hannah Arendt déjà à l'époque, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas dogmatique. Elle est mouvante et elle s'adapte aux contours des réalités et des exigences contextuelles. C'est-à-dire qu'elle se présente comme quelque chose de dogmatique, puisque c'est quelque chose de quasi religieux, c'est une vérité absolue à laquelle on est censé adhérer, qui est tellement bien huilée que d'un point de vue des catégories mentales, un esprit peut véritablement y être emprisonné. Mais elle n'est pas si rigide, puisque si les exigences si les exigences se font jour, on peut l'adapter au nom d'un principe qui lui serait supérieur. Donc c'est le même principe qu'en religion avec la fatwa dans le cadre de l'islam traditionnel, mais là c'est à l'échelle d'une idéologie politisée, politique. Donc en dehors des solutions de déradicalisation à proprement parler, il y a d'autres solutions qui sont en train d'être mises en perspective, notamment par l'Observatoire des radicalisations, qui consistent à dire que contrairement à ce qu'on entend dans les médias, Internet ne fait pas tout le cheminement de recrutement et tout le cheminement de radicalisation. C'est-à-dire que des individus radicalisés, seuls dans leur chambre, avec Internet, sans avoir jamais eu aucun contact avec des membres de réseaux comme Al-Nosra, Al-Qaïda ou Daesh, ça n'existe pas. Et si ça existe, pour l'instant, on n'en a pas eu qui se sont manifestés dans les événements. Donc en fait, il ne faut pas donner 90% du travail à Internet. Il y a un véritable travail qui peut être fait, étant donné que le travail Internet est extrêmement difficile à encadrer, les entrées, les sorties, concernant les réseaux sociaux, concernant la diffusion des vidéos de propagande est un travail titanesque, mais on peut s'intéresser justement au réseau lui-même, c'est-à-dire plus rester focalisé sur ces liens, ces communications faites entre les personnes qui, elles, se sont radicalisées. Là, il y a des choses à faire. Je donne juste un exemple. Quand un des attaquants du Bataclan, Foued Mohamed Agad, est parti avec son frère et 8 autres camarades, que 2 morts sur place, les 7 autres ont voulu rentrer parce qu'ils ont eu peur, tout simplement, de se rendre compte qu'en fait, ils étaient vraiment partis sur un territoire de guerre. Seul Foued est resté sur place. On n'a pas arrêté les 7 revenants à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore eu assez d'attaques pour qu'on prenne la mesure du phénomène. On a attendu qu'il y ait le Bataclan, qu'on fasse le lien avec le frère de la personne, d'une des personnes qui est morte au Bataclan, pour ensuite procéder aux arrestations. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en amont et non pas en aval, directement au niveau justement des réseaux de copinage ou même de fratrie. Il y en aura peut-être même qui vont nous surprendre, enfin nous surprendre, c'est toujours surprenant un attentat, mais parce qu'il prendra certainement d'autres formes. C'est-à-dire qu'en fait, un des problèmes que nous rencontrons aussi dans le cadre de nos recherches, c'est que Daesh se métamorphose dans ses modes de recrutement, dans ses modes façon de procéder et dans les types d'attaques qu'il exige de ses soldats, entre guillemets, beaucoup plus vite que ce que nous ne pouvons anticiper. Donc oui, on aura affaire à d'autres choses et malheureusement, en tant que chercheurs, nous ne serons que des analystes.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de notre science humaine une science de la prévision. On peut éventuellement mettre au point non pas des vaccins, mais des médicaments pour soigner à partir, malheureusement, de l'autopsie des morts.